Pendant plus de 40 ans, elle a été la force tranquille derrière la légende. Tandis que le monde dansait sur One Love and No Woman, No Cry, Rita Marley vivait une réalité que peu pourraient imaginer. Une réalité faite de trahison, de dévotion, de bal et de foi. Aujourd'hui, à 78 ans, elle a décidé de ne plus se taire. Comment survit-on à une tentative d'assassinat pour chanter sur scène 2 jours plus tard? Que signifie préparer le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit? Et comment porter le poids d'un héritage qui n'a jamais été vraiment le vôtre, mais qui a toujours reposé sur vos épaules? Dans cette vidéo, nous dévoilons ce que Rita a enfin révélé. Et pourquoi son histoire change tout ce que nous pensions savoir sur les Marleys. La femme derrière la légende. Bien avant que le monde ne connaisse Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks et les hymnes à la paix et à la résistance, il n'était qu'un jeune homme de Trenchtown en Jamaïque, avec une guitare et un message. Et à ses côtés, souvent dans l'ombre, mais toujours au cœur de son histoire, se trouvait Rita Marley, sa partenaire dans la musique, dans la foi, dans les épreuves et dans la vie. Leurs chemins se sont croisés dans la chaleur et le rythme de Studio One, le célèbre studio d'enregistrement de Kingston. Rita, alors membre du groupe féminin Soulette, était encadrée par un Bob Marley calme, mais déterminé. Il n'était pas très direct dans ses paroles, préférant envoyer des amis pour exprimer son intérêt. Mais leur connexion s'est rapidement intensifiée. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon, a vu en Bob quelque chose d'authentique. En retour, Bob a accueilli Sharon comme sa propre fille, un premier pas vers la construction d'une famille qui deviendrait essentielle à leur vie. Le 10 février 1966, ils se sont mariés. Rita avait 19 ans. Bob venait d'en avoir 21. Cette même année, un événement transformateur a eu lieu, affectant non seulement leur relation, mais aussi leur chemin spirituel. Alors que Bob était dans le Delaware avec sa mère, tentant de subvenir à leurs besoins, Rita était en Jamaïque, lors de la visite de l'empereur Haile Selassie Ier. Lorsqu'il est passé devant elle, Rita a juré avoir vu des marques de clous dans ses mains. Pour elle, ce moment a scellé une dévotion profonde et a vie envers le rastafarisme, une fois qu'elle a fini par transmettre à Bob, bouleversant sa vision du monde et son art. Ensemble, ils ont formé un partenariat unique. Sur le plan professionnel, Rita soutenait Bob en tant que membre des I3, un trio de chanteuses puissantes qui apportait richesse et âme au son des Wheelers. Sur le plan personnel, elle était son ancrage. À travers la pauvreté, la violence politique et des tournées incessantes. Leurs liens n'étaient pas conventionnels, mais ils étaient indéniables. Ils ont fondé une famille composée de 3 enfants biologiques, Cédella, Ziggy et Stéphane, ainsi que d'enfants adoptés et issus de relations précédentes ou extérieures. Leur foyer, loin d'être traditionnel, était rempli de musique, de mouvement et de sens. Dans les années 1970, les tensions politiques en Jamaïque ont atteint leur paroxysme. Les factions rivales ont transformé les rues de Kingston en zone de guerre. Et Bob Marley, devenu un héros culturel, était à la fois une cible et un symbole. Le moment qui a failli tout briser est survenu le 3 décembre 1976, quelques jours avant le concert Smile Jamaica, un événement gratuit visant à apaiser les tensions nationales. Ce soir-là, des hommes armés ont pris d'assaut la maison des Marleys sur Hope Road. Rita a été blessée d'une balle à la tête. Bob a reçu 2 balles. Leur manager a été grièvement blessé. Incroyablement, Bob et Rita ont survécu. Et à peine 48 heures plus tard, la tête bandée, du sang séché encore dans ses dreadlocks, Rita se tenait sur scène, aux côtés de Bob à Kingston. Sa présence était un acte de défi. Sa survie, une protestation. Bob, bras levés malgré ses blessures,
a livré l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire du reggae, prouvant que la musique pouvait tenir là où la politique et les balles échouaient. Par la suite, Bob s'est exilé à Londres pour sa sécurité, où il a terminé Exodus, l'album que le magazine Time qualifiera plus tard de meilleur du XXe siècle. Rita l'a rejoint non seulement en tant qu'épouse, mais aussi en tant que partenaire créative, apportant sa voix et son soutien alors qu'il versait son âme dans la musique. Leur mariage a évolué vers quelque chose de plus spirituel que romantique. Tandis que la renommée de Bob grandissait, de même que ses relations avec d'autres femmes, Rita a choisi la grâce plutôt que l'amertume. Elle a écrit un jour qu'elle devait s'entraîner à voir Bob comme un bon frère aimant plutôt que comme un véritable mari. Et pourtant, le respect est resté. Il n'a jamais permis à aucune de ces femmes de me manquer de respect, se souvient-elle. Il y avait une entente, non pas de possession, mais de présence. Rita ne partirait pas, et Bob, émotionnellement, non plus. Lorsque Bob a été diagnostiqué d'un mélanome lentigineux acral en 1977, Rita est restée à ses côtés. Elle l'a accompagné en Allemagne, à Miami, entre traitements alternatifs, hôpitaux et presse omniprésente. Elle préparait le petit déjeuner non seulement pour Bob, mais parfois aussi pour Bob et Cindy Breakspear, l'une de ses partenaires les plus connues à cette époque. Il y avait de la douleur, bien sûr. Mais Rita a enduré, revenant toujours à sa conviction que sa place était auprès de lui, comme soignante, confidente et compagne spirituelle. Leurs derniers jours ensemble étaient calmes, sacrés. L'un des derniers cadeaux reçus par Bob était une bague de la royauté éthiopienne, contenant, dit-on, des reliques du roi Salomon. Il la portait jusqu'à la fin. Pendant leur dernière semaine, Rita lui lavait les cheveux, lui parlait doucement et l'entourait de musique et de prières. Elle décrira plus tard la mort de Bob comme une chute, la perte de sa force, de son homme, de son premier amour. Mais elle ne s'est pas effondrée. Après sa mort, Rita est devenue la gardienne de son héritage. Elle a pris les rênes de Tuff Gong Studio, géré sa succession et affronté de nombreux défis juridiques et personnels avec une résilience silencieuse. Les critiques doutent d'elle. Des membres de la famille la contestaient, mais Rita est restée ferme, toujours guidée par la conviction qu'elle n'était pas la veuve de Bob, elle restait sa partenaire. Elle a poursuivi sa propre carrière musicale, sortant des albums nommés aux Grammy Awards, et a fondé la Rita Marley Foundation, qui œuvre pour la réduction de la pauvreté et l'émancipation des femmes en Jamaïque et au Ghana. Son activisme et sa philanthropie sont devenus le prolongement de la vie qu'elle avait partagée avec Bob. Sans elle, disait son fils Ziggy, rien de tout cela ne se serait produit. La carrière de mon père ne serait pas ce qu'elle est. Aujourd'hui, à la retraite à Miami, entourée de petits-enfants qui l'appellent Nana Rita, elle reste la colonne vertébrale de la dynastie Marley. Même dans le silence, son influence est indéniable. Sa voix résonne dans les harmonies des I3. Son empreinte s'est gravée dans les archives de Tuff Gong. Son esprit vit dans chaque parole de No Woman, No Cry. Une vie libre et inspirée. Ils avaient construit ce qui semblait être le portrait d'une femme indo parfaite, remplie de musique, d'enfants et d'idéaux partagés, donnant l'illusion d'un amour indestructible. Mais en réalité, la monogamie était étrangère au mode de vie et aux croyances spirituelles de Bob Marley. En tant que rastafarien dévoué, ils considérèrent les enfants comme des dons divins de Jah, et la retenue sexuelle n'était pas une pratique qu'ils suivaient. « Les enfants, c'est merveilleux, » disait Bob. « Il n'en faut pas beaucoup, tu sais. Juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. » Ce n'était pas une remarque en l'air, c'était une philosophie de vie. Au cours de sa vie, Bob a officiellement reconnu au moins 11 enfants, issus de 7 femmes différentes. Certaines sources avancent même que le chiffre réel pourrait être plus élevé.
avec des rumeurs d'enfants non reconnus dans différentes régions du monde. Sa musique prêchait la fidélité à la vérité et à l'esprit. Mais en amour, Bob était dispersé. Pendant son mariage avec Rita, les aventures se sont multipliées. Il ne s'agissait pas d'écarts ponctuels ou discrets, mais de relations parallèles, durables, qui se chevauchaient souvent. Certains de ses enfants sont nés à quelques jours d'intervalle. En mai 1972, il accueille Robert Marley le 16, puis Rohan Marley 3 jours plus tard, le 19, chacun avec une mère différente. Leur naissance surverse moins d'un mois après la naissance de Stephen Marley, fils de Rita. Ce chevauchement n'était pas un hasard. C'était le reflet du désir infatigable de Bob de bâtir un héritage à travers ses enfants, quel qu'en soit le prix émotionnel pour Rita. Rita, qui était déjà mère d'une fille nommée Sharon, issue d'une précédente relation que Bob adopta, allait élever non seulement ses propres enfants biologiques avec Bob, mais aussi plusieurs de ceux qu'il eut avec d'autres femmes. Elle a ainsi élevé Julianne, Karen et Robbie aux côtés de ses enfants. Dans No Woman, No Cry, My Life with Bob Marley, Rita confie qu'elle refusait souvent les rapports sexuels avec Bob, de peur qu'il ne couche avec d'autres femmes sans protection. Son refus n'était pas du rejet, mais de la peur et de l'épuisement. Comme on dit, « Tu serres les dents et tu tiens bon », déclara-t-elle à BBC Caribbean. C'est ce que j'ai dû faire, parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. Mais le poids émotionnel était énorme. Rita devait élever des enfants nés d'infidélité, vivre avec le fait que d'autres femmes portèrent d'immontes les enfants de son mari et maintenir une façade en public. Elle a admis plus tard que la jalousie la tourmentait souvent, mais elle n'est jamais partie. Elle voyait leur lien comme spirituel, désigné par Dieu. « Dieu nous a unis », disait-elle. Avec le temps, elle s'est vue comme bien plus qu'une épouse. Elle est devenue sa protectrice, son ancrage. « Je suis devenue comme sa sœur, sa mère et son ange gardien », a-t-elle déclaré un jour. L'une des liaisons les plus publiques de Bob fut avec Cindy Breakspear, une beauté jamaïcaine à la peau claire qui avait remporté le titre de Miss Monde en 1976. Leur relation était impossible à dissimuler. Elle s'étalait dans la presse jamaïcaine et mettait encore plus de pression sur un mariage déjà fragilisé. Cindy donna naissance à Damian Marley, aujourd'hui connu sous le nom de Junior Gong, l'un des héritiers musicaux les plus célèbres de Bob. Cindy se souvient du poids social qu'impliquait sa relation avec un Rastafarian, alors qu'elle venait d'un milieu privilégié de Kingston. « C'était un peu effrayant, » disait-elle, « mais je savais que ça changerait ma vie à jamais. » Et ce fut le cas. Cindy n'était pas seule. D'autres femmes comme Janet Hunt, Lucy Ponder, Anita Belnavis, Janet Bowen et Pat Williams ont également eu des enfants avec Bob. Certaines, comme Belnavis, étaient nains célèbres à leur manière. Elles étaient championnes de tennis de table. D'autres sont restées largement hors des projecteurs. Ce qu'elles avaient en commun, c'était d'avoir porté l'enfant d'un homme émotionnellement absent, souvent indispensable, et partagé entre plusieurs femmes. Elles n'ont pas seulement porté des enfants, elles ont porté le fardeau d'un lien avec un homme qu'elles ne pourraient jamais avoir pour elles seules. Certains enfants ont été accueillis dans la maison des Marley. D'autres sont restés à l'écart. L'un des cas les plus déchirants fut celui de Makeda Janesta Marley, née quelques semaines après la mort de Bob. Sa mère, Yvette Crichton, fut l'une des dernières femmes à porter son enfant. Makeda a grandi aux États-Unis, loin de ses demi-frères et sœurs, coupé de l'empire musical et du mythe que le nom de son père était devenu. Malgré ce chaos, les enfants de Bob ont suivi leur propre voie. Ziggy, Steven et Damien sont devenus des artistes mondialement connus. Julianne et Kimani ont fait leur nom dans le reggae et le hip-hop.
D'autres se sont orientés vers les affaires, le sport ou une vie privée. Mais la dynamique familiale n'a jamais été simple. Certains frères et sœurs se connaissaient à peine durant leur enfance. Certains se sentaient de plus proches de Rita que de leur propre mère biologique. D'autres se sont battus pour trouver leur place dans une famille aussi vaste, célèbre et fragmentée. En public, la marque Marley projetait l'unité, une coalition arc-en-ciel d'enfants souriants, de collaborations musicales et d'hommages communs. Mais en privé, les fissures persistaient. Derrière chaque photo de famille se cachait une histoire de douleur, de jalousie et de confusion. Le monde voyait One Love, mais ceux à l'intérieur du cercle Marley connaissaient le prix de cette vision. Bob chantait la paix, mais sa vie amoureuse semait la guerre dans les cœurs de ses proches. Et pourtant, ils ont tenu bon. Rita a tenu bon. Les enfants, aujourd'hui adultes, portent maintenant son nom avec fierté et douleur. Le monde vénère toujours Bob Marley comme un prophète, un messie musical, un symbole d'espoir. Mais derrière l'icône se cachait un homme plein de contradictions. Fidèle à sa musique mais pas à son mariage. Dévoué à sa famille mais incapable de la contenir. Sa vie fut légendaire, mais non sans dommages collatéraux. Encore aujourd'hui, l'héritage des Marley est complexe. C'est un héritage d'amour, oui, mais aussi de trahison, de résilience et de survie émotionnelle. Ils ont construit ce qui ressemblait à un portrait familial parfait. Ce qu'ils ont réellement vécu était quelque chose de bien plus humain. Imparfait, magnifique et tragique. La tempête juridique après sa mort. Et même dans la mort, il lui a laissé le cœur brisé. Lorsque Bob Marley est décédé le 11 mai 1981, le monde entier a pleuré la perte d'un prophète musical. Mais pour Rita Marley, sa veuve, la douleur allait bien au-delà de ce que le public pouvait percevoir. Non seulement elle perdait son mari et partenaire créatif, mais elle se retrouvait également au cœur d'une tempête juridique et émotionnelle qui allait durer des décennies. Bob laissait derrière lui non seulement un empire musical en pleine expansion, mais aussi aucun testament. Ce qui suivit fut un enchevêtrement de trahisons, de procès, de documents falsifiés, de contestations de paternité et d'égos en guerre, étalés sur 3 continents et qui ébranlèrent de la famille Marley jusqu'au plus profond d'elle-même. Le refus de Marley de rédiger un testament n'était pas un oubli. En tant que rastafarien convaincu, il croyait que parler de la mort constituait une violation spirituelle. Rédiger un testament, c'était, en quelque sorte, reconnaître la finalité de la mort, alors que pour les rastafariens, la mort est simplement une transformation. Ainsi, lorsqu'il est dans la mort intestate, c'est la loi jamaïcaine qui a régi la répartition de son patrimoine. Estimé à environ 30 millions de dollars à l'époque. La loi accordait immédiatement 10% de la succession à la veuve, 45% à percevoir pendant sa vie et le reste à partager équitablement entre les enfants. Mais la réalité était loin d'être aussi simple. Bob Marley avait 11 enfants reconnus, issus de 7 femmes différentes, et tous n'étaient pas légalement reconnus au moment de sa mort. Certains enfants, comme Imani Carroll, prétendument sa première fille, n'ont jamais été officiellement reconnus par sa succession. D'autres, comme Makeda Janesta, sont nés après sa mort et ont grandi loin du cercle familial des Marley. En l'absence de documents légaux clairs ou de directives testamentaires, pratiquement tous les aspects de l'héritage de Bob étaient un sujet à débat, de la légitimité des héritiers à l'autorité de gestion de son image et de ses droits d'auteur. La révélation la plus explosive est survenue peu après la mort de Bob. Rita Marley, désespérée à l'idée de conserver le contrôle sur l'héritage de son mari, aurait falsifié sa signature sur plusieurs documents juridiques, clés, avec l'aide de l'avocat de Bob David Steinberg. Ces papiers falsifiés visaient à transférer des droits d'édition et des parcs commerciaux précieux à son nom. Mais le stratagème fut rapidement découvert. Lorsque la fraude fut révélée,
Les tribunaux jamaïcains destituèrent Rita de son rôle de fiduciaire et soumirent l'ensemble de la succession à une révision judiciaire complète. Cette trahison brisa la confiance au sein de la famille Marley et jeta une ombre durable sur l'image publique de Rita. Pendant ce temps, d'autres acteurs apparaissaient, anciens membres du groupe, producteurs, comptables, parents éloignés, chacun revendiquant une part du trésor Marley. Chris Blackwell, le patron d'Island Records et l'homme qui avait propulsé Bob sur la scène internationale, se retrouvait dans une position délicate. Si certains membres de la famille l'accusaient de profiter de l'héritage de Bob à des fins lucratives, d'autres le considéraient comme le seul capable de gérer le labyrinthe juridique et commercial entourant le catalogue et la marque Marley. Au centre de tout cela, il y avait les enfants, Ziggy, Stephen, Cedella, Julian, Rohan, Damian et d'autres, chacun devant faire face non seulement à la perte de leur père, mais aussi à une famille divisée. Beaucoup avaient grandi séparément, dans des foyers différents, dans des contextes très variés. L'absence de testament obligua la famille à prouver les liens de filiation via des déclarations sous serment et dans certains cas des tests ADN. Des dizaines d'individus, en Jamaïque et dans la diaspora, ont affirmé être des enfants de Bob Marley. Cette absence de clarté légale ouvrit la voie aux opportunistes, aux marchandises contrefaites et à une série de procès interminables sur les droits à l'image et les redevances. Il y eut aussi les droits musicaux. Le catalogue de Bob Marley continuait de générer des millions de revenus chaque année. Des revenus convoités non seulement par sa famille, mais aussi par d'anciens musiciens et producteurs. Les litiges sur les crédits de composition, les parts d'édition et les droits de tournée menèrent à des procès en Jamaïque, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un des procès les plus amers concernait la vente du catalogue musical de Marley. Rita et ses enfants s'opposèrent au prix de vente de 8,2 millions de dollars, estimant qu'ils sous-évaluaient la vraie valeur de l'héritage de Bob. Ils portèrent l'affaire jusqu'au Conseil privé du Royaume-Uni et remportèrent à la victoire. Mais ce n'était pas l'argent qu'ils recherchaient. Dans une solution créative, Island Records finança un plan permettant à chaque enfant Marley de recevoir un versement d'1 million de dollars à sa majorité, tout en laissant à la famille le contrôle principal du catalogue. Ce fut un rare moment d'unité dans une famille souvent divisée. Aujourd'hui, l'Empire House of Marley ne se limite plus à la musique. Il s'étend aux casques audio, au cannabis, aux vêtements et à des produits écologiques. Une grande partie de la marque est dirigée par les enfants de Bob, avec Ziggy, Cedella et Steven en figure de proue. Mais en coulisses, les blessures de la guerre successorale sont encore présentes. Certains enfants restent éloignés et certains arrangements financiers ravivent des tensions. Rita, désormais âgée de plus de 75 ans, ne gère plus l'héritage, mais reste sa matriarche spirituelle. Malgré les trahisons et les scandales publics, elle a toujours parlé de Bob avec respect. Dans une interview, elle a déclaré « Je ne me suis jamais vue comme sa veuve. Je suis encore sa partenaire. » La valeur de la succession Marley dépasse aujourd'hui les 500 millions de dollars. Bob Marley figure toujours sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées, générant des dizaines de millions chaque année. Mais aucun montant ne peut effacer la douleur causée par des années de conflits. Les trahisons, les batailles judiciaires, les liens familiaux brisés. Des décennies plus tard, l'héritage Marley reste hanté par le prix d'un homme qui a refusé d'écrire un testament. Ainsi, l'histoire de la fortune de Bob Marley ne parle pas seulement de musique ou d'argent. C'est une mise en garde. Un portrait de ce qui arrive quand la foi se heurte à la loi, quand l'amour est mis à l'épreuve par l'héritage, et quand la mort d'un homme devient un champ de bataille pour ceux qu'il a laissés derrière lui. Au final, Bob Marley n'a pas seulement laissé un message de paix, il a laissé une tempête.
Pendant des années, le monde a vu Bob Marley comme un prophète de paix, un révolutionnaire, un messie musical. Mais derrière les hymnes et la légende, il y avait une femme, silencieuse, constante, marquée. Rita Marley a enfin levé le voile, et ce qu'elle a révélé n'était pas seulement douloureux, c'était profondément humain. Et maintenant, à vous de répondre. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction sacrée ou simplement une excuse habile pour justifier ses excès? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Car derrière chaque icône, il y a souvent une vérité qu'on n'a jamais pris le temps de questionner. Jusqu'à aujourd'hui.